Avant de vous laisser profiter de cet épisode, j'aimerais vous parler d'une initiative lancée par Tilly, votre service de couturier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà commencé la liste des cadeaux de Noël. Alors quand Tilly m'a présenté son idée de carte cadeau, j'ai trouvé ça génial. Le principe est simple, vous choisissez un montant à partir de 25 € et vos proches pourront utiliser cette carte cadeau pour tester les services de Tilly. Ils pourront prendre un rendez-vous avec un couturier ou une couturière pour réparer leurs vêtements abîmés, pour ajuster des pièces trop longues ou pour moderniser une veste par exemple qui n'est plus au goût du jour. En fait, l'idée, c'est de leur donner l'opportunité de chouchouter les habits auxquels ils sont attachés plutôt que de les jeter ou d'en racheter. Et en plus, comme c'est Noël, on s'est dit que c'était l'occasion de vous gâter. Alors si vous achetez une carte cadeau avec le code podcast50 sur le site de Tilly, vous pouvez tenter de remporter une deuxième carte cadeau d'une valeur de 50 € pour tester vous-même les services de Tilly ou pour déposer une deuxième carte cadeau sous le sapin, c'est vous qui voyez. Alors rendez-vous sur le site cadeau.tilly, cadeau au singulier.ti2li.fr pour acheter votre carte cadeau et pour tenter de remporter le jeu concours avec le code podcast50. Bonne chance et merci à Tilly de soutenir Nouveau Modèle. Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous. De leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Brune Poirson, députée et ancienne secrétaire d'État à la transition écologique. Brune Poirson fait partie de cette nouvelle génération de femmes politiques, jeunes, engagées, qui ne reculent devant rien, ou presque. Quand elle était au gouvernement, elle a été critiquée par de nombreuses personnalités, des hommes le plus souvent, à la tête de grandes entreprises du textile. Mais elle n'a pas abandonné, au contraire. Elle a imposé une nouvelle façon de penser, plus radicale, pour préserver notre planète et notre futur. Je ne dis pas que son bilan est parfait, et il faudrait aller encore plus loin pour transformer profondément l'industrie textile. Mais bon, la première marche est souvent la plus difficile à franchir. Avec Brune Poirson, on a parlé de l'Inde, de machines à laver et de vers de terre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Brune Poirson, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour venir sur ce podcast. Alors pour débuter cette discussion, j'aimerais qu'on revienne en arrière pour parler un peu de votre enfance et de votre éducation, pour savoir comment elles ont influencé un petit peu votre engagement. Est-ce que votre enfance a contribué d'une façon ou d'une autre à l'engagement que vous portez aujourd'hui et aux valeurs que vous avez aujourd'hui ? Alors oui, profondément. Alors j'imagine que tout le monde va répondre ça, mais en fait moi j'ai grandi dans le Vaucluse, qui est un territoire très rural, et c'est là où déjà j'ai grandi en pleine nature. Et puis ensuite, tous ceux qui étaient autour de moi, les amis de mes parents, etc., beaucoup étaient agriculteurs. Donc déjà, ça crée un lien, et puis vous apprenez à connaître la nature qui vous entoure, déjà, puisque vous grandissez là-dedans. Et puis surtout, il y a un autre aspect qui est très important pour moi aujourd'hui, et qui m'aide beaucoup dans mon travail, c'est le caractère social, l'aspect social de la transition écologique. Parce que c'est transition écologique et solidaire, comme dit Nicolas Hulot. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les mesures écologiques et environnementales qu'on prenne ne vont pas aller contre les intérêts ou même appauvrir encore plus certaines personnes et leur compliquer la vie. Et puis qu'est-ce que c'est que la réalité des agriculteurs par exemple aussi et comment s'y adapter. Hyper intéressant. Je trouve que c'est tellement important de le rappeler. On va le voir dans l'industrie textile. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est une valeur, je pense, assez fondamentale de lier les deux, écologie, solidarité et sociale. Très intéressant. Et comment se développe aujourd'hui votre conscience écologique ? Quels gestes vous adoptez pour réduire votre impact, vous, personnellement ?
Déjà, j'y pense au quotidien, mais ça, je pense qu'on est vraiment tous pareils. J'ai envie de dire, déjà, pour commencer, j'en fais pas assez, on n'en fera jamais suffisamment assez. Mais, pareil, pour vous donner un exemple, je pars pas en balade sans un panier ou sans même un sac, parce que partout où je vais me balader, dès que je tombe sur un déchet, je le ramasse. Et c'est devenu un réflexe total, et c'est systématique. Et en plus, je le fais et je me promène beaucoup avec ma petite fille, qui a 5 ans et demi. Et donc, je veux qu'elle développe ce type de réflexe. Pareil, j'ai adopté un certain nombre d'automatismes. Quand je vois quelque chose qui me plaît dans un magasin, j'essaye d'abord de pas l'acheter sur le coup et de revenir une autre fois si jamais je vois que ça me plaît toujours vraiment, et puis ensuite d'y réfléchir. Donc j'essaye de mûrir mes achats beaucoup. C'est vrai que c'est pas évident tout le temps, mais je crois que on peut y arriver. Par exemple, j'ai plus pris l'avion de façon personnelle depuis plusieurs années maintenant, hormis pour le travail. Dans le cadre, c'est vrai que quand j'étais en fonction, quand j'étais ministre, j'étais souvent accusée d'être à l'écologie et en même temps de prendre l'avion. Mais c'est indispensable. Il faut savoir que c'est indispensable. Si vous voulez parler aux Chinois pour les convaincre de faire des choses sur la transition écologique, vous devez prendre l'avion. En revanche, sur le plan personnel, j'évite de le prendre. Je suis pas contre l'avion, mais ça fait partie des choses que j'essaie de m'imposer. Donc, c'est un équilibre à trouver, en fait, entre votre vie professionnelle et personnelle. Exactement. Ok. Et pour parler un petit peu de votre parcours aussi, que je trouve assez intéressant, vous avez étudié à la London School of Economics, vous avez travaillé au Laos sur l'éducation des jeunes filles et en Inde aussi. Et je crois d'ailleurs que cette expérience à New Delhi vous a pas mal marqué, notamment sur la pollution et la pollution de l'industrie textile, si je dis pas de bêtises. Absolument. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué en Inde, c'est 2 choses. D'abord, quand vous êtes dans un pays émergent avec 1,3 milliard de personnes, vous êtes obligé de vous poser la question du capitalisme. Ou en tout cas la question du mode de développement de nos sociétés, ou en tout cas nos sociétés occidentales. Et la question qui vient, c'est comment est-ce qu'on évite que les pays émergents passent par tous les mêmes stades de développement que ce qu'on a eu nous en France. Comment est-ce qu'ils peuvent faire un saut de mouton, comme disent les Anglais, c'est-à-dire sauter des étapes pour éviter de passer par toutes les étapes polluantes par lesquelles on est passé. Et c'est particulièrement difficile parce que là-bas, quand vous échangez avec des responsables politiques, il y en a beaucoup qui vous disent qu'ils ne veulent même pas réfléchir à ça parce qu'ils considèrent qu'ils ont un droit à polluer, puisque nous aussi, nous avons pollué pendant des années. Donc ça, c'est une première difficulté. Et enfin, c'est pas difficulté, mais c'est une des premières choses qui vous habitent quand vous habitez là-bas. Vraiment, vous y pensez sans cesse. En tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là, interroger le sens du capitalisme. Et puis la deuxième chose sur la mode, c'est que en Inde, moi, j'ai vu tout l'univers de la mode, c'est-à-dire sur toute la chaîne, du lieu où en fait où est cultivée certaines matières premières qui vont servir à fabriquer du textile, par exemple, jusque aux conditions de travail, jusqu'ensuite à la fabrication, à la distribution, et puis ensuite aussi à la vente, soit aux milliards d'Indiens, soit ou plutôt aux millions d'Indiens qui ont de quoi s'offrir des vêtements. Et puis ensuite en Occident. Et donc j'ai pris conscience de l'impact du secteur de la mode, mais de façon vraiment globale. Et j'en ai pris conscience au départ, juste en voyant les choses de façon très empirique. Et c'est ça que je crois a nourri beaucoup mon combat par la suite. Ok, ouais, passionnant. Mais on est assez loin de la politique quand même et du gouvernement français, en tout cas à cette époque-là. Je pense que c'est intéressant et que les gens auront envie de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer ce gouvernement, à rentrer en politique. C'est parce que c'est différent de l'action de terrain que vous avez pu mener peut-être à New Delhi, quoi. Alors, ce qui m'a poussée, c'est justement les questions que je me suis posées en Inde, mais depuis toujours même. Vous savez, quand vous grandissez, comme je vous l'ai dit, dans une zone rurale, vous pensez tout le temps à ces questions-là, ces questions aussi sociales. Moi, j'ai été à l'école en ZEP, et ce qui m'a poussée en fait à rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron et donc à rentrer en politique, à franchir le pas, c'est 2 choses. La première, c'est que dans son discours, il était centré sur des solutions pragmatiques au-delà des positions idéologiques, la droite, la gauche. Ensuite, il était jeune et je me suis dit, ça sera le premier président du 21e siècle. Quelqu'un qui nécessairement mettra la transition écologique et sociale au cœur de tout. Ça, c'est pour ça que je me suis engagée, parce que j'ai cru en lui au départ. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que j'ai passé du temps sur le campus d'Harvard, j'ai étudié à Harvard. Et en fait, là-bas, ils aident énormément, ils poussent les femmes, plus encore qu'en France. Et notamment, j'ai participé à un programme qui s'appelle d'Harvard au bureau ovale,
qui en fait prenait des jeunes femmes auxquelles il croyait et travaillait avec elles pour les aider juste à croire en elles en fait et à se dire que c'était possible. Et c'est vrai que souvent j'ai pensé à faire de la politique, mais je me disais c'est pas vraiment pour moi. Et en réalité, ce programme c'est pas vraiment pour moi parce que je me mettais plein de barrières. Je me disais je vais avoir des enfants, je vais pas arriver à tout gérer, ça va être trop difficile. Et en réalité, ce programme-là m'a fait tomber toutes ces barrières mentales. Donc un projet politique qui m'a attirée, plus le fait d'avoir confiance en moi grâce à d'autres femmes, eh bien, ça m'a permis de m'engager et de sauter le pas. Ok. Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'engagement écologique d'Emmanuel Macron? Parce qu'au départ, il vous a séduit, et aujourd'hui? Alors, je crois que le silence est éloquent, mais non, le président de la République, il a dû faire face à des crises qui sont majeures. Moi, je dis, il y a peut-être un péché de départ, qui est celui de la taxe carbone. Ça, c'est vraiment, je le dis parce que j'en fais partie, c'est vraiment un de mes grands regrets. Parce qu'on sait qu'il faut mettre une taxe sur la pollution. C'est la meilleure façon de la faire disparaître, c'est de faire en sorte qu'elle coûte plus cher que de ne pas polluer. Et donc là, en n'ayant pas bien fait les choses, en n'ayant pas suffisamment pris en compte la question sociale dans la transition écologique, on est passé à côté d'une mesure fiscale qui était fondamentalement importante. Et donc ça, c'est un vrai regret pour moi. Il n'empêche qu'ensuite, on a fait énormément de choses et on a continué à faire beaucoup de choses. Par exemple, ma loi anti-gaspillage, celle que j'ai portée, elle réforme le secteur des déchets, ça n'avait pas été fait depuis 30 ans. Donc il y a des vraies avancées. On en a peu entendu parler aussi pour des raisons politiques essentiellement. Je vais vous passer les détails, mais beaucoup sont restés sur la démission de Nicolas Hulot et on peut vu ensuite ce qu'on avait fait après. Je comprends que ça soit un symbole qui soit très fort, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites après. On va le détailler d'ailleurs sur votre loi anti-gaspillage, qui est quand même une grosse avancée. Et d'abord, je crois que vous avez aujourd'hui une nouvelle mission. Alors, vous l'avez dit, vous êtes ancienne secrétaire d'État à la transition écologique. Vous êtes députée aujourd'hui, mais aussi chargée d'une mission temporaire consacrée à l'éducation et au développement durable. Alors, je m'interrogeais, quel est le sens de cette mission? Si vous pouvez nous donner quelques détails. Alors, je travaille avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, sur effectivement le développement de l'éducation et développement durable. Bon, je vous cache pas qu'en raison du confinement et de la pandémie, c'est quand même beaucoup de nos ambitions sont freinées. Mais avec Jean-Michel Blanquer, pour lui, c'est très important le développement durable. C'est vrai que peut-être ça se voit pas tout de suite quand on est ministre de l'Éducation, mais pour lui, c'est fondamentalement important. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, cette mission, elle vient d'une discussion que j'ai eue avec lui. Quand on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, elle peut facilement tomber dans le désespoir. Elle a de quoi, franchement. Elle peut pas sortir parce qu'elle est confinée à cause du coronavirus. Elle se renseigne sur l'état de la planète et il est quand même désespérant. Donc il y a de quoi tomber dans de la colère, dans du nihilisme, dans de la haine vis-à-vis des générations d'avant ou même du monde d'aujourd'hui. Et donc notre objectif, un de nos objectifs, c'est vraiment de montrer que la transition écologique peut être source d'espoir. Et donc, par exemple, il a lancé les éco-délégués. Maintenant, il y en a dans chaque classe. Comment est-ce qu'on fait pour encourager leur travail? Ce qu'ils font dans les salles de classe, comment est-ce qu'on fait pour leur donner encore plus d'ampleur, encore plus d'impact? Comment est-ce qu'on les soutient? C'est donc plutôt qu'une réforme en profondeur des programmes qui est en train d'être faite, mais qui prend beaucoup de temps. L'idée aujourd'hui, elle est de travailler avec les élèves pour leur donner des moyens d'action et des moyens d'avoir un impact qui soit fort à leur niveau. Ouais, je trouve ça assez incroyable parce que c'est vrai que finalement les nouvelles valeurs qu'on a envie de transmettre, ça va passer par là, que ce soit l'écologie, que ce soit l'égalité femmes-hommes, enfin plein de ces valeurs-là, ça va passer par les nouvelles générations et l'éducation, donc tout à fait. C'est indispensable. Et alors j'ai lu votre portrait dans le New York Times que j'ai trouvé assez intéressant et le titre m'a un peu interpellée parce que la journaliste vous surnomme la ministre officieuse de la mode. Que pensez-vous de ce titre? Alors ce titre. D'abord, en fait, c'est assez drôle parce que vous parliez des relations femmes-hommes. Tous les hommes qui ont fait référence à ce titre, ils ont compris que l'article disait que j'étais la ministre officieuse de la mode parce qu'ils pensaient que la journaliste trouvait que j'étais bien habillée. Pour eux, c'était ça. Je me suis même pas posé la question. D'accord. Pour eux, c'était ça. Et donc souvent, du coup, ça les a plutôt fait sourire. Je me souviens par exemple d'un responsable d'une très grande organisation internationale, donc quelqu'un d'assez influent, me dire alors tu t'habilles tellement bien que on le mentionne dans le New York Times. Donc il a fallu que je lui explique en fait non et que c'était plutôt comme les femmes le comprenaient, c'est-à-dire que en fait la journaliste m'a appelée comme ça parce que
la question de la mode et de la mode durable en particulier, aucun responsable politique sur Terre ne s'en était saisi avant moi. Alors c'est un peu prétentieux dit comme ça, et c'est pas du tout mon but, parce que je suis très modeste, il reste mille choses à faire, mais c'était pas un sujet en fait. Ou en tout cas c'était un sujet pour plein de gens, plein de jeunes engagés, pour plein de gens, mais c'était pas un sujet pour les politiques. Et donc, je m'en suis saisie, et d'ailleurs, ça m'a permis d'entrer en contact et de travailler avec des gens comme Arizona Muse, ou encore Stella McCartney, ou François-Henri Pinault, ou bien d'autres. Je vais pas faire la liste là, mais c'est pour dire que là, et je pense que là, il y avait un responsable politique qui se saisissait de cette question-là, et c'est peut-être pour ça que la journaliste m'a appelée comme ça. Et comment vous l'expliquez d'ailleurs que aucune personnalité politique ne s'était jamais emparée de ce sujet, qui est pourtant fondamentale. Enfin, l'industrie textile, c'est une des plus grosses industries qui pollue, qui pollue le plus. Pourquoi il y a jamais eu de personne qui s'est saisie de cet important sujet? En fait, je pense pour deux raisons. En fait, qui sont toutes les deux aussi mauvaises l'une que l'autre. À mon avis, la première, c'est qu'il y en avait plein qui n'avaient pas conscience de cet impact-là. Et à mon avis, la deuxième aussi, c'est qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui veulent faire des choses qui soient populaires. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, on va les faire chier les gens sur la façon dont ils s'habillent, ça va pas leur plaire. Pardon, je parle comme ça, je suis cash, mais je pense qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui se sont dit, bon, du coup, on va pas aller vers ça, autant parler d'autres choses. Par exemple, se saisir de la question, je sais pas, du plastique parce que les gens voient des tortues ou des poissons en train d'être étouffés et que c'est peut-être plus facile de faire passer certains messages plutôt que d'aller expliquer aux gens comment ils doivent s'habiller, d'autant qu'il y a peu d'alternatives à la fast fashion, surtout quand vous êtes, on y reviendra, mais surtout quand vous êtes modeste. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la question du coût de cette mode durable est assez importante. Et comment a évolué ou évolue encore aujourd'hui votre rapport aux vêtements, à la mode, vous personnellement ? Alors, c'est vrai que c'est toujours très tentant d'avoir envie de consommer beaucoup de vêtements. Moi, j'ai jamais été complètement addict de la mode. Ça a jamais été ma passion absolue. J'essaye simplement encore aujourd'hui, enfin pas encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, de consommer différemment. Donc par exemple, et j'en parlais tout à l'heure avec ma collaboratrice Caroline, par exemple, la veste que je porte, je l'ai achetée à 2 avec une amie. Et donc, on se l'échange. 1 mois, ou 2 mois. Et voilà. Donc, soit des choses comme ça, soit moins consommer, soit vraiment investir dans certaines pièces de vêtements. Ah, c'est génial ce système de partage. Vous êtes la première à me parler de ce genre d'initiative. Elle habite pas loin de chez moi, ça aide. Ok, oui, évidemment, c'est plus pratique. Et donc dans le même article du New York Times, vous dites « Quand vous êtes une jeune femme au gouvernement ou dans la vie en général et que vous décidez de vous attaquer à un sujet comme la mode, tout le monde en a après vous et votre réputation est sérieusement mise à mal. » C'est-à-dire ? Là, en fait, pour 2 raisons encore. D'abord, la première, c'est que la mode, c'est considéré comme un sujet superflu. Comme un truc pour une nana qui a un pois chiche dans la tête. Donc quand vous êtes une femme, c'est compliqué. Quand vous êtes une jeune femme qui n'a pas encore fait ses preuves en politique, prendre ce sujet-là, c'est passer pour la nana superficielle qui finalement n'a pas tant de conviction écologique que ça puisqu'elle va s'intéresser à la mode. Donc il faut y croire, quoi. Et moi, j'ai vu les choses en Inde. Je sais comment ça se passe derrière. J'ai vu les choses en Chine, en Inde, mais partout. Donc, je voulais m'attaquer à ça, coûte que coûte. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous êtes française, vous attaquez à la question de la mode, c'est là aussi un peu dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lobbies qui sont très puissants. On est le pays de la mode. Par définition, c'est un peu tabou. On est le pays du luxe, on fait tout bien, on est le modèle pour le monde entier. Sauf que moi, j'ai aussi, pareil, j'ai voyagé ailleurs dans le monde et là, j'ai vu, et notamment dans les pays scandinaves, qu'on était en train potentiellement, la mode française, d'être un peu has-been sur certains aspects parce que justement, on n'était pas suffisamment à l'offensive sur les aspects environnementaux. Donc, je pense que à moins qu'on fasse notre révolution profonde et qu'on crée une mode française qui soit vraiment une mode durable, alors on peut perdre un peu notre place de première nation mondiale de la mode. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'attaquer à ça. Mais ça veut dire que derrière, j'ai eu des grands patrons contre moi, pas tous, mais j'en ai eu. Ils ont accès cela directement au chef de l'État ou au Premier ministre. Et donc, c'était prendre un risque là aussi. Et en plus, c'est beaucoup d'hommes à la tête de ces grandes maisons de mode.
Absolument. Ça facilite pas les choses. Oui, c'est ça. Donc, on va détailler un petit peu votre loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Alors, il y a énormément de choses dans cette loi. Je vais pas tout raconter ici, mais disons qu'elle se décline en 5 grands axes. Donc, il y a sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs et consommatrices, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. Donc il y a beaucoup de choses et de sous-sections à l'intérieur de ces grands groupes, mais j'aimerais qu'on parle quand même de l'interdiction, l'élimination des invendus non alimentaires, qui a été quand même quelque chose d'assez énorme dans cette loi anti-gaspillage, une première aussi. Est-ce qu'on peut revenir de concrètement ça veut dire quoi, voilà, pourquoi vous avez eu envie de porter ce sujet-là en particulier? Concrètement, en France, il y a l'équivalent de 600 millions d'euros de produits, qui sont des produits neufs, qui sont jetés, détruits, qui sont juste jamais ouverts, jamais utilisés. Par exemple, la veste que je porte, moi je la trouve canon, mais il y en a d'autres qui vont la trouver très moche. Et bien, si jamais ils en vendent pas assez, qu'il en reste sur les étagères, et bien les entreprises de la mode vont tout simplement les jeter. Et ça, encore une fois, c'est pareil. Quand on pense à l'impact environnemental et même social, c'est juste absolument dingue. En fait, c'est intolérable. Pour moi, c'était insupportable à entendre. Me dire qu'il y avait des pesticides, des kilos et des kilos, mais des tonnes et des tonnes de pesticides qui étaient jetés dans des rivières asiatiques ou même européennes ou même ailleurs en Afrique. Tout ça pour fabriquer, par exemple, du coton qui ensuite est teint avec là encore plein de produits chimiques, qui ensuite est fait par une dame qui gagne à peine sa vie avec ça, et puis ensuite c'est transporté, ça fait parfois plusieurs fois le tour du monde pour finir sur une étagère à Paris et ensuite être jeté. Je trouve ça intolérable. Pardon de refaire toute la chaîne, mais non, c'est important de le rappeler, je pense. Enfin, pour moi, ça dépasse l'entendement. C'est juste dingue. Pour moi, ça représente tous les excès du capitalisme comme il est aujourd'hui, et donc je voulais absolument m'attaquer à ça, et ça commence par juste rendre ça impossible. Et aujourd'hui, en France, et c'est la première mondiale, il est interdit, grâce à la loi anti-gaspillage, il est interdit de jeter ou de détruire des vêtements qui n'auraient pas trouvé acheteur. Ils vont devoir être réutilisés, ça c'est la priorité. Donc on peut faire de l'upcycling, ils peuvent être transformés. Ou alors, ils peuvent être, et ça c'est la moins bonne des solutions, mais c'est mieux que rien, ils peuvent être recyclés. Et là, j'ai eu énormément d'opposition. Oui, j'allais vous demander en coulisses, comment ça a été pris. Ça a été la guerre. Ouais. Franchement, il y a une ou deux entreprises qui m'ont soutenue, et là je veux les citer. Je pense par exemple à Kering, qui a vraiment soutenu la démarche, mais il y en a d'autres, et beaucoup, qui m'ont violemment critiqué par derrière et même frontalement, parce qu'en fait elles avaient peur pour leur business model. C'est vrai que quand on est une grande entreprise de luxe, leur business model est fondé sur la rareté. Et donc je sais pas, un foulard, un sac, c'est vrai qu'il se retrouve qui n'est pas détruit, il peut se retrouver potentiellement au marché noir, aux puces, ailleurs, et donc perdre de sa valeur et abîmer l'image de marque. Sauf que dans la loi, on a fait en sorte que pour certains produits, et notamment pour protéger aussi nos marques de luxe, qui font la richesse et la fierté de la France, eh bien, dans ces cas-là, ils peuvent potentiellement être détruits pour soit refabriquer quelque chose, soit recycler et fabriquer autre chose, un tapis ou des rideaux ou pas forcément des vêtements. Donc, il y a des moyens de protéger aussi l'image de marque de ces grandes entreprises. Okay. Et il y a un autre aspect de cette loi que je voulais évoquer avec vous. Donc, à partir du 1er janvier 2025, toutes les machines à laver neuves devront aussi avoir un filtre à microfibre plastique. Ça, c'est un sujet assez récent. On en entend parler de plus en plus, mais qui est encore, je pense, pas très bien compris ou connu de la grande majorité des Françaises et Français. Pourquoi cette mesure vous semblait essentielle également ? Pour lutter contre la pollution plastique. En fait, on s'en rend pas suffisamment compte, mais le plastique, c'est vrai, tout à l'heure j'ai parlé des tortues ou des poissons ou des animaux de mer qui mouraient à cause du plastique, mais on oublie par exemple qu'il y en a aussi potentiellement dans les sols. Exemple typique, quand vous lavez vos vêtements, beaucoup de nos vêtements sont composés de matières synthétiques et donc de matières plastiques. Quand vous les lavez, il y a des milliards de microparticules et de microfibres de plastique qui se retrouvent dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas filtrés ensuite par les stations d'épuration. Ou alors quand ils sont filtrés, ils sont mélangés à des boues qui sont ensuite déposés dans des champs.
Et donc, ça veut dire que la pollution plastique entre dans les sols. Et une des choses dont certains chercheurs s'aperçoivent aujourd'hui, par exemple, c'est que les vers de terre n'arrivent plus à creuser des sillons comme ils le faisaient avant. Droit ou comme ils le faisaient avant. Ça peut paraître totalement anecdotique en fait, mais un ver de terre, c'est fondamental pour l'équilibre de la biodiversité et des écosystèmes naturels. Et donc si vous perturbez cet écosystème, eh bien potentiellement on se met tous en risque pour la préservation de la biodiversité et même notre système alimentaire à nous. Donc c'est un problème qui est absolument majeur et moi j'ai tenu à le prendre à la source et donc à imposer, mais grâce aux députés aussi qui ont voté cette mesure dans la loi, à imposer le fait de mettre des filtres aux machines à laver. Là aussi, j'ai rencontré beaucoup d'opposition. On m'a dit, les fabricants de machines à laver m'ont dit, mais c'est pas du tout de notre faute, c'est de la faute de ceux qui font des vêtements. Ils n'ont qu'à pas faire des vêtements en plastique ou ils ont qu'à mettre, eux, des filtres à la sortie de leurs usines quand ils lavent leurs vêtements avant de les vendre. Moi, je dis, l'un n'empêche pas l'autre. On doit travailler à mieux éco-concevoir les vêtements. Mais on doit aussi mettre des filtres sur les process industriels, mais aussi sur nos machines à laver, bref, et travailler aussi sur les stations d'épuration, bref, travailler à toutes les étapes. Et ça pourrait être une solution, ça, d'interdire l'utilisation de polyester neuf. Polyester recyclé, c'est encore autre chose. On réutilise des déchets, donc on va l'écarter. Mais le polyester neuf dans l'industrie textile, je sais pas si ça aurait pu être de votre ressort ou pas d'ailleurs, mais non, en fait, on est très très limité. Quand vous êtes français, c'est-à-dire en fait quand vous êtes juste un État-nation au sein de l'Europe, vous êtes très limité parce que il faut pas oublier que 50% des décisions environnementales sont décidées au niveau européen. Vous n'avez pas les mains libres. Par exemple, l'affichage environnemental sur le textile, on ne peut pas le faire à l'échelle que française. Donc pour le moment, c'est pour ça que c'est un affichage qui est volontaire. On y reviendra, je crois, mais en tout cas, c'est pour ça que tant qu'on ne fait pas les choses au niveau européen, on peut pas aller jusqu'au bout de la démarche. Et là, pareil, on pourrait par exemple interdire le polyester, mais à l'échelle française, ça n'aurait aucun sens. Aucun sens. En fait, c'est pas faisable. D'abord, l'Europe nous l'interdirait, parce que ce serait une distorsion de concurrence, donc c'est pas permis, je pense, par le droit européen. Et surtout, on n'empêcherait pas nos concurrents étrangers de le faire. Donc, c'est une démarche globale qu'il faut mener. Oui, ce serait laborieux. Mais peut-être qu'un jour, on pourra y arriver. Ah bah, c'est jamais. Ouais. Mais peut-être juste pour revenir sur le polyester, ça fait partie des questions que je me suis posées, mais un autre tout ça, ce sont des matières qui sont chimiques, qui sont issues de la pétrochimie. Donc, c'est terrible parce que ce sont des hydrocarbures. C'est absolument terrible. Mais ce sont des matières qui derrière sont peu chères, donc elles sont plus abordables pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Et je pense par exemple à beaucoup de gens dans les pays en voie de développement. Et puis, il faut pas oublier que le coton et tous les autres vêtements sont faits directement en allant extraire des ressources de la biodiversité. Donc là aussi, ou rentre en concurrence avec des champs qui peuvent être et des sols qui pourraient être utilisés pour l'alimentation. Donc, ce qui pointe bien sur la nécessité de changer et de transformer en profondeur le modèle de façon à ce qu'on puisse tous s'habiller à un prix modeste, mais sans abîmer la planète. Et donc ça suppose de réemployer, d'éco-concevoir, de réutiliser. Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est très complexe, parce que c'est vrai que le coton, c'est un grand consommateur d'eau, de pesticides, donc c'est aussi une matière qui est pas terrible. Donc finalement, ouais, c'est très très complexe. Mais donc on va parler de l'affichage environnemental. Donc vous avez travaillé à l'élaboration de cet affichage. Donc c'est un système de notation qui s'échelonne de A à E, si je me trompe pas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc vous l'avez dit, avec l'Europe, enfin il faut que ce soit commun à l'Union européenne. Comment ça marche? Voilà, si vous pouvez nous donner quelques détails sur cet affichage environnemental. Alors, l'objectif, d'abord, il est d'aider les consommateurs à faire des choix. C'est vrai que quand vous allez acheter un vêtement entre 2 t-shirts en coton, parfois même au sein de la même entreprise, sous la même marque, ou entre 2 entreprises, vous n'avez aucune idée de quel est l'impact environnemental et duquel, en fait, est le plus vertueux. Donc moi, mon objectif en lançant ça et en le mettant dans la loi avec les députés, c'était vraiment de faire en sorte que le consommateur puisse choisir, parce que je pense que c'est comme ça que les entreprises évolueront. Et donc, comment est-ce qu'on choisit? On voulait quelque chose qui soit simple, auquel les consommateurs soient déjà un peu habitués, et donc on a choisi de mettre une note qui va aller de A à E, A étant une empreinte moindre, enfin en tout cas la plus vertueuse, et E le moins vertueux.
Et une chose sur laquelle nous travaillons aussi, c'est de faire en sorte que ce soit un affichage environnemental qui soit fait sur l'ensemble du cycle de vie du produit et non pas uniquement en prenant en compte par exemple les émissions de CO2 ou autre chose. Donc pour avoir une approche vraiment large et quelque part à 360. Alors c'est un vrai défi au niveau de la méthodologie. C'est difficile à élaborer et en ce moment, c'est l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui est en train de travailler là-dessus avec certaines entreprises volontaires et pilotes. On espère que d'ici 18 mois ou un an, on ait déjà de quoi lancer toute une série ou en tout cas que puisse être commercialisé avec un affichage environnemental toute une série de vêtements. L'objectif est de le rendre obligatoire et de le généraliser, mais pour ça, on a besoin que ce soit fait au niveau européen. Et donc, il y a beaucoup d'influence qui est menée au niveau européen. Moi, j'ai fait par exemple le tour du Parlement européen pour aller voir les députés européens, pour leur dire ce qu'on faisait en France et pour les pousser à aussi mettre ça en place à l'échelle européenne. Ça a été bien accueilli de la part des députés européens? Oui, franchement, globalement, très bien. Okay. Donc on peut espérer que ça puisse voir le jour. Franchement, j'ai bon espoir. Ouais. Maintenant, le combat, en fait, il est sur quel type d'affichage environnemental. Parce que selon ce que vous allez mesurer, vous allez bien évidemment avoir des résultats qui sont différents. Et en ce moment, il y a un peu un combat entre une version et une vision européenne de l'affichage environnemental et une vision anglo-saxonne de l'affichage environnemental. Et selon les critères que vous prenez en compte, vous obtenez bien évidemment des résultats différents. Et avec l'affichage environnemental à l'anglo-saxonne, eh bien, parfois, ce sont des pratiques peu vertueuses qui peuvent être vues comme vertueuses parce que si on ne prend pas suffisamment en compte, par exemple, l'impact des émissions de CO2, alors si votre produit est fait à l'autre bout de la planète, ça se reflètera pas nécessairement sur l'étiquette. Bref, c'est juste pour dire qu'il y a un combat au niveau des standards, au niveau des normes et que on se bat pour que ce soit la vision européenne qui prône parce qu'elle est juste plus vertueuse. Et de la part des entreprises, de l'industrie textile, pareil, ça a été plutôt bien accueilli. J'ai envie de dire, s'ils ont que des A, ce sera plutôt bénéfique pour leur business. Alors, s'ils ont que des A, on fera évoluer les critères. Comme il s'est passé en fait sur les machines à laver et les produits électroniques et électroménagers. Peu à peu, comme elles se comparaient toutes, peu étaient à D et à E et hop, tout le monde, le niveau de tous a monté, ils étaient tous vers A et B. Donc c'est devenu un peu facile. Donc hop, on a à nouveau réformé les critères pour les rendre encore plus exigeants. Donc on voit que ça marche et on voit que c'est important de le répliquer dans toute une série de secteurs. C'est ce qu'il y a dans la loi. Mais là, en particulier, sur la mode, effectivement, c'est le but et c'est crucial. Ok. Et il y a aussi, j'aimerais parler de plusieurs choses avec vous sur l'industrie textile, mais notamment de problématiques des quantités oui. de la fast fashion, qui est quand même, ils produisent beaucoup trop. On n'a pas autant besoin d'autant de vêtements, en tout cas. Est-ce que vous prenez vraiment une rupture avec ce modèle de croissance? Totalement. Ce modèle de croissance, il est juste. Moi, j'ai pas d'autre mot que dingue, absurde. On est dans le mur, on y va, et puis on s'enfonce encore plus dans le mur. En fait, en plus, c'est pas comme si ça allait mieux. Je veux dire, plus ça va, plus on consomme de vêtements et moins on les garde dans nos placards. Et effectivement, c'est terrible. Donc, je pense qu'il faut changer radicalement. Et je pense qu'en plus, ça peut être source d'espoir. C'est à nous d'inventer des nouveaux business models, des nouvelles façons de consommer, des nouvelles façons de créer des vêtements, des nouvelles façons de les réutiliser, de les recycler. Et en fait, c'est d'autant plus important qu'on le fasse qu'ensuite on pourra aller partager nos solutions, mais aussi s'inspirer d'ailleurs des pays émergents. Parce que nous, on est quelques centaines de millions, 450 millions européens, mais les Asiatiques, à eux seuls, ils sont 3-4 milliards. Et donc, si tous consomment comme nous, j'imagine même pas les conséquences. Voilà, j'en bégaye tellement je pense qu'il faut une rupture radicale avec ce mode de consommation. Et comment on pourrait contraindre, ou en tout cas initier cette rupture avec ce modèle de croissance et contraindre les entreprises à produire moins? Déjà, faire en sorte qu'elles arrêtent de surproduire. Comment? En interdisant de détruire des produits invendus. Parce que si vous interdisez ça, alors elles vont réajuster leur stock, les entreprises. Elles veulent pas se retrouver, ça va leur coûter cher en fait de se retrouver avec des tonnes et des tonnes de vêtements dont elles ne sauront plus quoi faire. En plus, ça coûte quand même, ça a un certain coût de les fabriquer. Donc déjà, je pense qu'elles vont réajuster leur stock. En tout cas, c'est ce qu'on a vu avec le secteur alimentaire. Dans un premier temps,
quand on a interdit de détruire des denrées alimentaires. Dans un premier temps, les associations se sont retrouvées avec une montagne de denrées alimentaires et ça, c'était une bonne chose. Mais peu à peu, les entreprises les producteurs agroalimentaires ont rééquilibré leur production et leur stock et donc ils produisaient moins. Donc ça, je pense que ça va avoir un impact positif. Maintenant, il ne faut pas que ce soit que la France. Il faut absolument convaincre l'Union européenne de faire passer la même mesure d'interdiction de destruction des invendus. Ensuite, je pense une deuxième chose, là encore, et c'est dans la loi, c'est pas juste pour vous réciter la loi et vous dire que c'est parfait, hein, c'est loin de l'être, mais c'est déjà une bonne première étape. Je pense que l'affichage environnemental permettra aussi de sincériser, on verra quel est l'impact de nos vêtements, et donc je pense qu'il y a certaines entreprises qui ne pourront plus assumer de mettre sur le marché des objets et des vêtements aussi polluants. Ensuite, je pense qu'il faut mettre en place toute une série d'obligations, par exemple obliger les entreprises à commercialiser des vêtements qui contiennent une certaine proportion de vêtements recyclés à l'intérieur. Comme ça, pareil, ils ne seront pas jetés. Et puis, au-delà de ça, je crois que le vrai combat, il est culturel, il est social. Il faut que ça ne soit plus à la mode, ça ne soit plus justement possible de consommer autant. Il faut jeter l'opprobre quelque part sur certaines grandes marques de la fast fashion. Tout en trouvant aussi des solutions pour ceux qui n'ont pas de choix que de s'habiller pas cher. Oui. Justement, votre discours me fait penser à deux choses. C'est intéressant que vous parliez des associations dans l'alimentaire qui se sont retrouvées avec beaucoup d'énormes quantités, parce que dans le textile, elles sont déjà débordées, elles en ont déjà trop. On en envoie une partie dans les pays en développement, les pays africains notamment, où ça fait partie dans des décharges. Enfin, c'est un peu une catastrophe, ce système de recyclage du vêtement ou de don de vêtements. Il marche mal d'ailleurs. Ouais. Comment on va pouvoir? Est-ce que on se dit, tant pis, dans un premier temps, elles vont se retrouver avec encore plus de vêtements parce qu'ils pourront plus détruire les invendus, ou comment on peut faire pour réguler les deux aspects Alors, d'abord, en France, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que en France, il y a un organisme qui est en charge de recycler le textile. Ça s'appelle EcoTLC. Honnêtement, il ne fonctionne pas suffisamment bien, pas au niveau d'exigence environnementale que nous voulons. Et donc, nous avons réformé le système des filières de responsabilité élargie des producteurs dans la loi. Je vous passe les détails parce que c'est un peu technique, mais en gros, ils vont devoir rendre des comptes et surtout prouver qu'ils font les choses et qu'ils font les choses bien et qu'ils travaillent avec les entreprises pour réfléchir en amont, c'est-à-dire avant même la production du vêtement, pour faire en sorte qu'on en produise moins, qu'on en produise mieux, c'est-à-dire plus facilement réutilisable et recyclable sur le territoire français. Ça fait partie des réflexions, ils vont devoir rendre des comptes là-dessus. Très bien, parce que c'est vrai que s'ils se retrouvent avec encore plus de dons de vêtements alors qu'ils sont déjà débordés, ça n'aurait pas vraiment de sens. Aucun sens. Ouais. C'est pour ça qu'il faut changer la façon dont on conçoit les vêtements et changer le business model de ces entreprises, de la fast fashion. Et il y a une deuxième chose aussi que j'aimerais évoquer, c'est c'est une de mes invitées d'ailleurs qui m'a pointé du doigt cette problématique et qui m'a un peu déstabilisée parce qu'elle avait pas totalement tort en me disant: en même temps, les quantités de vêtements permettent d'avoir des prix plutôt bas et permettent donc à des gens de s'habiller avec du neuf. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, c'est vrai que l'alternative, c'est le vintage, c'est la seconde main, mais ça voudrait dire que les personnes qui n'ont pas les moyens sont obligées de s'acheter des vêtements de seconde main et n'auraient plus accès au neuf durable. Et c'est vrai que produire en quantité, ça fait baisser les prix et donc ça permet d'avoir des prix assez bas pour les personnes. Donc, comment on concilie cet accès à la durabilité, des vêtements plus responsables d'un point de vue environnemental, mais qui socialement ne laisse pas une partie de la population pour compte et auquel la population n'aurait pas accès? Et c'est là où il faut changer le business model et les normes aussi. Il faut que d'abord, nos vêtements, on en change aussi beaucoup, et en particulier les personnes qui n'ont pas de quoi se les offrir, parce qu'ils achètent des vêtements de mauvaise qualité, parce qu'ils sont justement produits en masse à la chaîne. Et donc, votre t-shirt, au bout d'un certain nombre de lavages, votre pull, votre pantalon, juste, il ne ressemble plus à rien, et donc vous êtes obligé d'aller en racheter. Donc, au final, je pense que ça coûte plus cher. D'autre part, il y a aussi des systèmes et des comportements. Quand vous allez dans certaines grandes entreprises, et pour ne pas la citer, par exemple Primark, il y a beaucoup de gens qui y vont et qui se disent: je vais dépenser que, par exemple, j'en sais rien, 20 €. Et en fait, vous avez l'impression que beaucoup de choses sont peu chères. Et donc, vous sortez de là, vous avez dépensé beaucoup plus. Donc là encore, c'est un changement de norme dans la société. On achète moins de choses, mais bien meilleures, de bien meilleure qualité. Parce que du coup, vous en achetez moins, vous dépensez moins.
Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je pense que c'est cet axe-là qu'il faut choisir. On peut consommer de façon durable, moins cher. Et il y a une alternative à la fast fashion. Ça fait partie des grands arguments de la fast fashion que de dire, nous, on a besoin de continuer à produire en masse parce que ça fait baisser le prix du vêtement. C'est pas vrai, d'autant que derrière, si le vêtement est si peu cher, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont très mal payés. Aussi bien les agriculteurs qui travaillent dans les champs de coton ou autres, que les personnes qui travaillent dans les usines textiles. Oui, pour résumer, au lieu d'acheter 3 t-shirts à 10 €, on va en acheter un à 30 qui sera de meilleure qualité. C'est exactement. Ça. Je vous dis pas que c'est facile, hein. Non, bien sûr. Et je vous dis pas quand vous arrivez à la caisse et que vous n'avez de quoi vous acheter qu'un t-shirt à 10 €, que vous le voyez à 30, vous dites pas que c'est impossible à faire. C'est là aussi où peut-être il faut permettre des modes de paiement qui soient différents. Enfin, il y a tout à réinventer. On peut le faire, on doit le faire. Il y a déjà des entreprises qui travaillent là-dessus. Et je pense que la fast fashion maintenant doit passer aux oubliettes et c'est à elle de se réinventer. Et une autre, quelque chose aussi qui moi m'interpelle, c'est le Fashion Pact. Oui. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le détail de ce que c'est. Bon, pour le résumer, parce que là aussi il y a quand même beaucoup de choses, mais on va dire c'est une trentaine d'acteurs de la mode qui ont annoncé prendre des engagements en faveur du climat, de la biodiversité, des océans, donc avec des objectifs fixés à horizon 2030 et 2050. Alors pour beaucoup de personnes que j'ai pu interroger, mais avec qui j'ai pu discuter aussi, ces objectifs à long terme sont un peu déconnectés de l'urgence climatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a vraiment encore 30 ans pour agir et réformer l'industrie textile? Non, on n'a pas 30 ans, mais plusieurs choses. D'abord, la première, en fait, le long terme n'exclut pas le court terme. Long terme, pourquoi? En fait, ce Fashion Pact, pourquoi est-ce qu'il est important? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que c'est la première fois que vous avez toutes les entreprises, en tout cas, que vous avez 25 à 30% des entreprises textiles du monde entier, d'entreprises de la mode, qui s'engagent en faveur de l'environnement. Avant, elles n'avaient pris aucun engagement, ou peu, ou juste dans leur secteur. Là, elles disent, on va s'aligner sur des objectifs qui sont fondés sur la science. On va s'aligner sur l'accord de Paris. Ça, c'est déjà une première. La deuxième aussi, c'est que c'est un travail qui va par-delà les frontières françaises et européennes. C'est un travail mondial. Alors, et pourquoi est-ce que c'est un pacte et non pas, par exemple, un traité? Moi, j'aurais aimé lancer un traité. Parce que ça a plus de poids et ça s'impose au niveau national et ça a plus de poids. Mais c'est juste tout simplement pas possible. C'est pas possible parce que là, pour le coup, pour ceux qui sont pressés, ils en auraient eu vraiment, ils auraient été très frustrés. Parce que élaborer un traité, mais énormément de temps. Franchement, je pense qu'il y en aurait eu pour 20-30 ans d'arriver à un traité sur la mode. Surtout quand vous avez un pays comme les États-Unis, par exemple, qui ne voulait pas à l'époque de Donald Trump, on verra ce que ça va donner avec Joe Biden, moi je reste toujours sur mes gardes, mais qui ne reconnaissait même pas l'accord de Paris, ils en étaient sortis. Donc pour eux, c'est juste ça n'existait pas. Donc comment est-ce que vous faites pour avancer dans un domaine politique, faire passer des politiques publiques à l'échelle de la planète quand vous avez des grands États qui ne veulent pas s'intéresser à la question? Eh ben, vous passez par les entreprises privées. Et comment vous passez par les entreprises privées quand vous ne pouvez pas leur imposer des normes? Vous travaillez avec les plus motivés d'entre eux. Et si vous avez à peu près un tiers d'un secteur qui s'engage, alors les 70% restants qui disent « Oh non, moi je m'en fiche, je veux rien faire sur l'environnement », alors ceux-là, vous pouvez les pointer du doigt en disant « Attendez, vous en avez 30% dans votre secteur qui font des choses, vous ne faites rien, honte à vous. » Et ensuite, les 30% qui font, vous pouvez aller voir d'autres États et dire « Mais regardez, il y a 30% des entreprises du secteur qui s'engagent, honte à vous les États qui ne passaient pas de loi, parce que ça veut dire que c'est possible puisque des entreprises le font déjà de façon volontaire. » Donc en fait, c'est une façon d'accélérer les choses. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que c'est une étape majeure qui a été franchie pour le secteur de la mode? Oui, ça j'en suis certaine et convaincue. C'est trop facile. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs la différence d'accueil de ce Fashion Pact entre les anglo-saxons et les Français. Dans les pays anglo-saxons, quand une entreprise dit publiquement « je m'engage à faire », elle va généralement, elle est liée presque de façon légale et juridique. Elle doit faire. En France, on est beaucoup plus perplexe et sceptique. Ouais. Et je comprends ce scepticisme. C'est aussi pour ça que j'ai lancé et que j'ai demandé à Arnaud Gosselin, qui est un avocat, de travailler sur une mission sur comment est-ce qu'est-ce qu'un engagement volontaire pour une entreprise? Comment est-ce qu'on vérifie qu'ils mettent vraiment bien en place des choses? Comment est-ce qu'on évite le greenwashing? Donc il y a un travail qui est fait plus largement autour de ça.
Ok, donc il y aura quand même un suivi de ces entreprises qui se sont engagées. Ah, mais il y a déjà eu un suivi. François-Henri Pinault, qui pour le coup a pris la tête de ce pacte, a rendu des comptes déjà. Il y a quelques jours, il en a fait, mais je veux pas parler à sa place, mais il y a quelques jours, il en a fait le bilan de la première année et ça continue. Et ce qui est important aussi, par exemple, dans ce Fashion Pact, c'est que les entreprises du textile reconnaissent pour la première fois leur impact sur la nature. Souvent, on oublie la nature. On parle de lutte contre le réchauffement climatique, on pense aux émissions de CO2. Mais en fait, c'est la partie la plus facile, les émissions de CO2. Bon, il suffit. C'est difficile, mais vous faites attention à pas consommer trop d'hydrocarbures. Enfin, il y a des solutions techniques qui existent. Il faut investir, il faut avoir la volonté de le faire. Mais de l'autre côté, il y a la nature, la biodiversité. Et en plus, sans la préserver, la biodiversité, on ne pourra pas réduire nos émissions de CO2 parce qu'on a besoin de la nature, parce que c'est un puits de carbone. Il absorbe nos émissions de CO2 et la nature. Et donc, on a besoin de la préserver, on a besoin de la régénérer. Et dans le Fashion Pact, les acteurs se sont engagés à ça. Donc, est-ce que le Fashion Pact, c'est suffisant? Non. Est-ce que c'est une première étape fondamentalement importante? Oui. Est-ce qu'on pouvait faire plus à ce stade? Non, malheureusement, à l'échelle internationale et mondiale, non. C'est désespérant, mais c'est la réalité. Et l'aspect social aussi, parce que ça, même chose. Moi, j'ai eu l'impression que cet aspect-là avait été un peu mis sous le tapis au profit de l'environnement, la biodiversité, qui sont déjà extrêmement importantes. Ce sont des notions fondamentales. Mais j'ai l'impression quand même que l'aspect social n'est pas suffisamment présent, alors qu'en fait, c'est quand même un équilibre à trouver dans l'industrie textile entre le social, ne pas exploiter des gens à l'autre bout de la planète, et la préservation de notre planète et de l'environnement. Alors, dans la loi anti-gaspillage, c'est l'affichage environnemental et ou social. Donc, les entreprises peuvent et doivent aussi travailler sur tous les aspects sociaux. Dans le Fashion Pact, en fait, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui ont été lancées sur les questions sociales. C'est un ministère qui est aussi différent. Donc, nous, c'est vrai, on s'est centré sur la nature et les émissions de CO2, donc sur vraiment l'environnement. Pourquoi aussi? Pour pouvoir avoir plus de critères, aller plus dans le détail et plus facilement suivre les impacts depuis le ministère de la Transition écologique et solidaire. D'accord. Et dans le même article du New York Times, j'y reviens beaucoup, mais c'est vrai que le portrait est assez complet. Vous dites beaucoup de choses et vous racontez donc parfois, si vous voulez changer les choses, vous ne pouvez pas trop compter sur la politique. Pourtant, vous êtes une femme politique et quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que c'est important. Enfin, les lois sont importantes et sont indispensables. C'est plutôt contradictoire, non? C'est une question que je me pose tous les jours. Où est-ce qu'on a le plus d'impact? Est-ce que c'est en politique ou pas? De plus en plus, moi je reste convaincue que ce qui compte aujourd'hui en matière de lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment l'action. Moi j'ai eu la chance quand j'étais au gouvernement, je me suis énormément battue et j'ai eu la chance parce que le président de la République m'a laissé la possibilité de le faire en tant que secrétaire d'État, de mener une loi qui réformait tout un secteur, celui des déchets, comme je le disais. Donc j'ai posé un cadre. Maintenant, ce qui compte, c'est l'action, c'est la mise en œuvre. Et ça, ce sont les entreprises qui le font. Et ce sont les citoyens qui le font. Et c'est vrai que quand vous êtes en politique, en fait, à moins d'avoir une volonté colossale, qui peut du coup vous attirer aussi beaucoup d'ennemis, et donc parfois finir par n'être plus au gouvernement, comme ça a été mon cas là, eh bien, vous êtes souvent coincé entre l'administration, c'est-à-dire la bureaucratie, qui ne veut pas changer les choses, pour beaucoup, qui est coincée dans le XXe siècle. C'est le cas du ministère de l'Environnement et des Finances, par exemple, même si les choses sont en train d'évoluer avec le plan de relance lancé par le gouvernement. Vous êtes coincé entre, d'un côté, la bureaucratie, et de l'autre, des postures politiciennes, avec des oppositions politiques qui sont juste dans l'opposition et qui visent en fait à vous critiquer plutôt qu'à trouver avec vous et à chercher avec vous des solutions. Ce que je dis peut paraître un peu naïf, mais c'est volontaire. Moi, je veux continuer à y croire. Je veux continuer à croire qu'en politique, vous pouvez faire des choses. Plus ça va, néanmoins, moins je pense que c'est en politique que vous pouvez vraiment avoir un impact. Et en tant que député, vous avez l'impression que vous avez aussi un rôle à jouer toujours sur ce sujet-là, qui est l'industrie textile? Oui, d'abord parce que un député, en fait, il est là pour évaluer l'impact des lois et pour surveiller, contrôler l'action du gouvernement. Donc la loi est passée, c'est une étape très importante, mais l'étape cruciale, c'est la mise en œuvre. Et là, j'ai donc un devoir, un rôle de vigie, d'évaluation de ce que fait le gouvernement. Par exemple, sur l'affichage environnemental dans le secteur textile, il faut, et je veux être vigilante à ce que ça prenne pas trop de retard, à ce que les aspects
les critères techniques qui soient retenus soient les bons. Bref, en tout cas, un rôle de contrôle. Donc oui, je pense qu'on a toujours un rôle important. C'est vrai qu'en politique, plein de personnes me disent régulièrement ça quand on parle des délais, on dit voilà à 2030, à 2050. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on va changer peut-être de gouvernement. En tout cas, il y a des réélections et que si on change de gouvernement et que tous ces efforts-là sont annulés, c'est ça qui est aussi compliqué, je pense, pour les citoyens et citoyennes à comprendre. C'est à long terme. On se dit à tout moment, ça peut s'arrêter, ces efforts peuvent s'arrêter. Je sais pas quel est votre avis sur cette question-là, mais c'est vrai que plus c'est long, plus on se dit il y a de possibilités pour que tout ça s'arrête, quoi. En fait, il faut une très forte volonté politique pour s'assurer que les objectifs de long terme sont traduits en plans et en actions concrètes pour y arriver à terme. Exemple typique, si vous dites par exemple neutralité carbone en 2050, c'est une vraie révolution, enfin, c'est majeur. On est très loin d'être sur la bonne trajectoire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais pour y arriver, ça suppose déjà aujourd'hui de mettre en place de mettre en place des changements profonds dans les entreprises sur par exemple le type d'énergie qui est utilisé, la façon de produire pour pouvoir justement atteindre la neutralité carbone en 2050. Il faut un certain temps parfois parce qu'on n'a pas les solutions. Par exemple, sur les filtres à microparticules de plastique sur les machines à laver. Je me suis fait attaquer par certains qui disaient mais 2025 c'est beaucoup trop tard. Il faut déjà penser à une chose, c'est qu'on est le premier pays au monde à l'avoir imposé. Avant, personne n'en avait conscience. Donc il faut le temps qu'il y ait une conscience qui se fasse, mais surtout, il faut le temps de trouver des solutions. Pour le moment, les fabricants de machines à laver, ils n'ont aucune idée de comment ils vont faire pour bloquer ces microfibres de plastique qui sont minuscules. C'est pour vous donner un exemple. Pareil sur l'interdiction du plastique jetable en 2040. C'est pas les gobelets en plastique, les pailles, les touillettes, c'est pas ça. C'est absolument tous les objets en plastique de notre quotidien, ils ne pourront plus être en plastique si ils finissent à un moment à la poubelle. Ça veut dire tout changer. Votre bidon de javel, votre brosse à dents, tout dans votre quotidien. Même, par exemple, dans les chaînes logistiques, dans la livraison, quand on met plusieurs cartons et qu'on les emballe dans des films plastiques, par exemple, eh bien, tout ça, ce ne sera plus possible. Et ça suppose une transformation profonde et radicale avec beaucoup d'argent mis sur la table pour justement transformer les choses et arriver en 2040 à n'avoir plus de plastique jetable. C'est une révolution qui se prépare dès aujourd'hui. On a mis 60 ans pour arriver à la société du tout plastique. Comme aujourd'hui, il faut qu'en 3 fois moins de temps, on en sorte sans que le prix des produits explose. Parce qu'il faut penser aux plus modestes, aux plus pauvres. Quand moi je discute avec beaucoup de mes invités, c'est que quand on entend 2050, ça paraît surprenant et très loin de nous et je pense que ça fait peur de se dire on n'a pas ce temps-là devant nous pour les prochaines générations. Effectivement, 2050, ça peut paraître très loin. Mais d'abord, 2050, c'est pas une date qui est tombée du ciel. C'est une date qui est dans l'accord de Paris. L'accord de Paris, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accord le plus important que l'humanité ait jamais signé. Selon moi. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que l'humanité entière s'est mis d'accord sur une action commune et un point d'arrivée ensemble. Et quand je dis point d'arrivée, c'est pour une raison. 2050, c'est pas le début de l'action, c'est la fin de l'action. En 2050, la neutralité carbone, ça veut dire qu'on aura révolutionné notre société si on y arrive. Et on doit y arriver. Et c'est une révolution dans absolument tout, parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas émettre plus de carbone que ce que la nature est capable d'absorber. Ensuite, il y a autre chose aussi, quand on parle des dates de long terme, c'est très important parce que ça donne un signal aux entreprises, à la société. Les entreprises savent qu'à telle date, elles devront avoir, elles aussi, changé tout leur process. Et c'est indispensable pour convaincre leurs investisseurs de les aider à acheter une machine qui soit moins consommatrice, par exemple, d'énergie. Ensuite, il y a autre chose, c'est que quand on parle des dates de long terme et que les débats, et notamment les débats politiques, moi, ça je le vois, dès que les débats politiques, par exemple dans l'hémicycle ou ailleurs, se focalisent trop sur les dates, je vois qu'on est dans des postures politiciennes. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la date, on ne parle pas de l'action. On parle du quoi ou du quand, on ne parle pas du comment. Or, ce qui compte aujourd'hui, c'est comment on fait, comment on met en œuvre les solutions.
Et pour être sûr qu'on réfléchit au comment, il faut une date d'arrivée, il faut une date de quand, il faut une date butoir, un coup près, qui disent en 2050, on n'aura plus le choix. Et ensuite, cette date de 2050, elle est fondamentale, comme je disais, parce que de toute façon, c'est la date sur laquelle on s'est mis d'accord avec l'ensemble des États. On va pas, nous, décider d'une autre date. Alors, la Chine a dit 2060, pour eux, c'est en 2060, la neutralité carbone. Moi, j'espère et j'aimerais qu'on le fasse avant. Qui peut le plus, peut le moins. Et ce que je disais aussi, c'est que c'est intéressant que ce soit des lois, parce que c'est vrai que ça fait peser le poids plus sur l'entreprise que sur le consommateur, parce que enlever tout le plastique, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais j'avais lu ça dans une interview, vous le disiez, et là vous l'avez rappelé dans l'épisode, finalement c'est énormément de choses, et je regardais tous mes flacons dans ma salle de bain, et je me disais oui, c'est vrai que si c'était à moi de faire l'effort, enfin c'est une charge mentale énorme, notamment pour les femmes, parce que voilà, on fait notre lessive ou ce genre de choses, et c'est généralement les femmes, malheureusement encore, qui doivent faire ça. Donc c'est intéressant que ce soit une loi qui oblige les entreprises, et c'est vrai que ça prend du temps. C'est indispensable, mais en fait il y a une loi, et effectivement quand il y a un objectif de long terme, ce qu'il faut faire, et là c'est la responsabilité des responsables politiques, vraiment là aussi, pour pas que ça pèse trop sur les citoyens qui sont déjà très occupés, il faut que l'entreprise et les entreprises, régulièrement, elles rendent des comptes. Elles disent, moi, sur ma trajectoire d'ici 2040, voilà où j'en suis. Voilà ce que je vais encore faire. Voilà comment je vais l'atteindre. Et que elles rendent des comptes de façon systématique toutes les années. De façon à ce qu'on fasse pas comme on le fait traditionnellement. On se réveille, comme ça a été le cas, par exemple, sur les néonicotinoïdes. On se réveille à la date butoir. Par exemple, on se réveille en 2040. On dit, mince. Ou alors 2 années avant, mince, on va rater l'objectif. Il faut pas qu'on arrive à ça, et trop souvent dans les politiques environnementales, on arrive à ça. Il faut travailler dès le début sur un plan clair avec des mises en œuvre qui commencent aujourd'hui. Et vous souhaitez aussi, je crois, créer un fonds pour financer les marques de modes innovantes qui essaient de changer un peu les systèmes de production. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si vous avez plus de détails à nous donner, mais j'ai lu ça quelque part. Alors malheureusement, je suis plus au gouvernement, donc j'ai moins de marge de manœuvre là-dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment mon objectif. Je désespère pas de travailler là-dessus autrement, mais c'était vraiment mon objectif, parce qu'il y a la loi anti-gaspillage qui a beaucoup de choses sur le textile dedans, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin en aidant dès aujourd'hui des entrepreneurs, ceux qui pensent différemment, qui créent de nouveaux business models, et que c'était indispensable de le faire et qu'il faut le faire maintenant parce qu'il y a de l'argent public dans le cadre du plan de relance. Donc j'espère et j'appelle le gouvernement aujourd'hui à mettre en place des fonds comme ça, à aider les jeunes entrepreneurs dans la mode qui développent un modèle alternatif. Ça tombe très bien que vous prononciez ces mots, parce que je viens de lancer un projet qui s'appelle Une mode meilleure, donc où je vais appeler dans une lettre ouverte le gouvernement à donner des financements aux entreprises de mode françaises qui s'engagent véritablement pour améliorer leur démarche. Donc là, qui est en train d'être signé par pas mal d'entreprises, alors à ma petite échelle évidemment, mais du coup ça appuie un peu la démarche que je vais lancer. Bravo. Donc merci. Franchement, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Il faut que publiquement vous disiez et vous fassiez pression. C'est indispensable. C'est comme ça que vous arriverez à changer. On en reparlera. Et sinon, de façon plus générale, quelles sont vos ambitions en tant que député aujourd'hui pour transformer l'industrie textile? Alors, on l'a rapidement dit, mais j'ai vu que vous aviez récemment rencontré la mannequin engagée Arizona Muse notamment. Donc, j'imagine que vous travaillez encore d'arrache-pied sur ces sujets-là. Voilà, si vous pouvez nous partager un peu ce que vous faites, vos ambitions. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est veiller à ce que les lois soient appliquées, et en particulier la loi anti-gaspillage, parce qu'il y a, comme je disais, il y a beaucoup d'ennemis de cette loi, beaucoup d'entreprises textiles qui voudraient que ça se mette pas en œuvre et qui se disent que maintenant que je suis partie, c'est cool, ça leur permettra de passer à travers les mailles du filet. Donc, je veux être très vigilante. Ça, c'est le premier volet. Et puis, le deuxième volet, il est de continuer à rencontrer des entrepreneurs, à travailler avec ceux qui transforment le secteur de la mode. Pourquoi ? Pour identifier les meilleures pratiques et ensuite éventuellement soit le transformer en faisant une proposition de loi, soit en allant voir des membres du gouvernement et en leur disant voilà, selon moi, comment est-ce qu'il faut changer les choses, comment il faut soutenir telle ou telle initiative, et justement pouvoir enclencher là des changements concrets. Et si je vous dis que vous êtes une personne engagée, vous me répondez quoi ? Oui, sans engagement, moi je déprime parce que ma vie n'a plus aucun sens. Maintenant, est-ce que je le suis suffisamment ? Je crois que personne ne l'est assez. C'est vrai qu'on peut toujours faire plus. Voilà. Et alors, on arrive à la dernière question, un rituel de ce podcast. Est-ce que vous avez des modèles dans la vie ?
Alors j'en ai plusieurs. Je ne sais pas s'ils doivent être tous vivants. Pas forcément. Elle est très libre cette question. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais un de mes modèles, c'est Catherine de Médicis. Elle a mauvaise réputation en France, mais moi je l'admire beaucoup parce que c'était une étrangère qui est arrivée en France et elle s'est heurtée à la France, à l'esprit français de l'époque, et malgré tout, elle a mené son combat de reine et elle a fait tout ce qu'elle pouvait, contrairement à ce qu'on dit, contre les guerres de religion. Et pour moi, c'est vraiment un modèle de femme d'État et de femme engagée, donc c'est un modèle. La deuxième, c'est, est-ce qu'on en a plusieurs, hein, mais il y en a une autre aussi, c'est Alexandra Davilnel, parce que c'est une exploratrice féministe de la première heure qui est partie en Asie, donc je me suis beaucoup identifiée à elle, à ma modeste échelle, hein. Je vous rassure. Et je sais pas, je vais essayer de réfléchir et d'en donner une vivante. Peut-être Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, parce que je pense qu'elle a percé le leadership du 21e siècle. Et là, on est proche de la leader du 21e siècle. Et moi, par exemple, je l'ai rencontrée à l'ONU, elle était avec sa petite fille qui venait de naître. Et franchement, c'était assez fantastique à voir. Elle a une image très moderne, en tout cas vue d'ici. Ouais, et puis elle, pour le coup, elle est engagée, elle y croit, de ce que j'ai vu. Hein. Elle, d'ailleurs, son peuple l'a réélue haut la main. Donc, pour moi, c'est un modèle. De très beaux modèles. Et merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci à Brune Poirson d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.